Je pense que le bon moyen de comprendre la levée de fonds, c'est de comprendre plusieurs mythes et pourquoi ils sont artificiels. Et une fois que vous avez compris ces mythes-là, on peut comprendre la méthodologie. Et quand on a compris la méthodologie, on peut réussir une levée de fonds. En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les investisseurs, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'investisseurs. Il y a des investisseurs. Il y a des milliers et des milliers de catégories d'investisseurs. Il y a pratiquement autant d'investisseurs qu'il y a de grandes catégories. Mais à la fin de la journée, chacun des investisseurs est un peu unique dans sa façon de faire. L'investissement, c'est hyper irrationnel et ça essaye d'avoir les codes du rationnel. Très souvent, les gens décident à l'émotion et ils ont besoin de rationaliser cette émotion a posteriori. Et c'est finalement le secret des grands leveurs de fonds. Si tu prends, par exemple, si vous prenez le fondateur de Rocket Internet, Oliver Samwer, il a levé 20 milliards dans sa vie. 20 milliards d'euros. Travis de Uber, qui a levé je ne sais pas combien de milliards, 5 ou 6 milliards. En fait, c'est des gens, je les ai vus s'entraîner. Quand ils s'entraînent, ils essaient de comprendre des choses qui sont bien en dehors de la levée de fonds et de la rationalité de la levée de fonds. Ils essaient de comprendre la dynamique de pouvoir. Ils essaient de comprendre la psychologie. Ils essaient de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de dire oui ou a envie de dire non. Ils essaient de comprendre les mécanismes de décision. Et en fait, le problème de la plupart des conseils en levée de fonds, c'est que la plupart des conseils en levée de fonds sont construits pour un personnage un peu mythique, qui est l'investisseur en start-up qui n'existe pas. Alors, c'est quoi les caractéristiques de l'investisseur en start-up qui n'existe pas? C'est un homme qui a de l'argent disponible et qui a envie d'investir dans quelque chose qui fait sens. Le problème, c'est qu'après, on regarde les deals que les gens font et on se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Alors en fait, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que la rationalité est à un autre endroit. Il faut comprendre où est leur rationalité. Très souvent, la rationalité de l'investissement est une rationalité de second ordre. C'est-à-dire que, oui, sur le papier, le deal de l'extérieur, il n'a pas l'air intelligent, mais la personne qui a fait le deal, elle, s'est construit les raisons. Et très souvent, ces raisons peuvent être très, très, très personnelles. Par exemple, moi, j'ai vu des gens investir dans des deals parce qu'ils ont été dans la même école que quelqu'un, ils lui font confiance, ils n'ont pas très bien compris le business, mais ils se disent pourquoi pas lui faire confiance à lui, on vient du même endroit. Et c'est là où commence la première forme de discrimination qui est souvent jugée honteuse par les gens, qui est que les investisseurs investissent dans les gens qui leur ressemblent. C'est vrai, et c'est normal. En fait, si vous êtes né de bonne famille, vous allez investir dans des gens qui sont nés de bonne famille. Si vous êtes parti de rien et que vous avez construit votre carrière, quand vous tombez sur quelqu'un qui a l'air de partir de rien, vous avez une attache émotionnelle et vous avez envie de l'aider. Tout le monde a ses biais. Tout le monde a ses façons de faire. Et je sais que très souvent, les gens se disent c'est honteux, c'est pas juste, c'est pas fair, c'est pas je sais pas quoi. Spoiler alert, le monde est injuste et personne ne vous doit rien. Aucun investisseur n'a de devoir d'investir cet argent dans des gens parce que c'est plus juste ou plus noble ou plus rationnel ou plus sain ou plus machin. Et souvent, il y a des confusions sur plein de sujets. Prenons un exemple. Pourquoi les investisseurs dans les startups investissent dans des boîtes qui n'ont pas de revenus ou qui perdent de l'argent? Tout simplement parce qu'ils ont la croyance, elle peut être vraie ou fausse, mais ils ont la croyance qu'un jour, ça rapportera plein d'argent. Alors évidemment, cette croyance, elle est fondée sur un certain nombre d'hypothèses, et le temps va valider ou invalider ces hypothèses. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les décisions après l'impact du temps, et on se moque des gens qui ont eu le courage de prendre une décision. Par exemple, tout le monde s'est moqué du type qui a investi dans WeWork. Prenons cet investisseur légendaire, dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle le mec de SoftBank? Vous savez pas? Putain, j'ai un trou de mémoire là. Bon, investisseur de SoftBank, le petit monteur, tu me mets le nom.
Euh, et ben, lui, par exemple, quand il a investi dans WeWork, etc., et que toutes les lignes ont commencé à perdre de l'argent, 100% des journaux dans le monde se sont foutus de sa gueule et se sont foutus de sa stratégie d'investissement. Il s'avère que lui, dans son fonds à 100 milliards, il a pris un ticket qui est passé de 5 à 100 milliards de valo, qui est AMD ou ADM, je ne sais plus dans quel sens c'est les lettres. Ce ticket-là a remboursé toutes ses pertes dans tous ses autres tickets. Est-ce que vous avez vu un seul article sur ce gain historique qu'il a fait? Non. Pourquoi? Parce que la narrative de la presse, et ce qu'on essaye de vous raconter toute la journée, c'est que les investisseurs en start-up sont des abrutis, moutonniers, qui vont dans les deals à la mode et qui ne gagnent pas d'argent. Alors l'effet, c'est quoi? L'effet, c'est que l'asset class start-up, c'est une asset class extrêmement rentable. Si vous investissez dans suffisamment de start-up, vous finissez toujours par en avoir une qui gagne de l'argent. Est-ce que c'est de la chance? Sans doute, peu importe. Mais de toute façon, c'est l'industrie qui veut ça. Là, on est dans une industrie où les gens sont prêts à prendre du risque. C'est pour ça qu'à l'origine, ça s'appelait capital risque. Et pour réduire leur risque, ils font beaucoup d'investissements jusqu'à en avoir qui gagnent. Et comme la narrative est de se concentrer que sur les pertes, et si vous prenez un fonds de VC, les pertes sont toujours avant les gains. Pourquoi? Parce que les perdants, ils perdent l'argent vite. Les gagnants, ils gagnent lentement. WeWork, ils ont mis 2 ans à se crasher. Ils ont fait une série We Crash, blablabla, vous pouvez la regarder. AMD ou ADM, je sais vraiment plus. Ils ont mis 10 ans à gagner. Donc forcément, le gagnant, avant d'être spectaculaire, le overnight success, il met du temps. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment sur Nvidia. Nvidia, cette année, c'est leur année, etc. Moi, je me souviens, il y a 6 ou 7 ans, quand on me disait qu'Nvidia va faire faillite à la fin de l'année. Toute entreprise qui, à un moment, atteint les sommets est passée, à un moment ou un autre, à être à quelques semaines de plus avoir de cash. Facebook, à leur série C, il leur restait 15 jours de cash. Ils ont reçu l'argent, ils avaient des milliers d'employés, ils avaient 15 jours de cash sur leur compte en banque. Imaginez, on parle de Facebook, qui est quoi, la 4e ou 5e plus grosse capitalisation du monde. Donc cette idée, en fait, que d'un côté, il y a les bonnes boîtes qui sont bien gérées, avec un business model clair, sain, et de l'autre côté, il y a les imbéciles en start-up qui font n'importe quoi, c'est une confusion de genre. Et cette confusion de genre, elle vient de quoi? Elle vient en fait du fait qu'il n'est pas possible de prédire l'avenir et qu'il est très dur de savoir ce que les gens veulent. Qu'est-ce que c'est faire une start-up? Construire une start-up, c'est essayer de trouver ce que les gens veulent avant qu'ils le sachent eux-mêmes. Finalement, c'est de la psychologie. Et c'est pour ça que c'est très dur, parce que c'est un talent rare. Très souvent, on sait ce qu'on veut nous, et encore, des fois, on ne sait même pas ce qu'on veut. Mais alors, comprendre ce que les autres veulent, ça, c'est hyper dur. Et en plus, une fois qu'on a compris ce que les gens veulent, il faut leur délivrer de façon consistante et avec qualité. Combien de gens ont eu l'idée d'Uber? Bon, tout le monde a eu l'idée un jour, on se dit « Ah, ce serait génial, on appuie sur un bouton, il y a une voiture qui vient. » Mais imaginez, entre l'idée Uber et le fait d'avoir des voitures qui roulent dans le monde entier pour délivrer des choses. Imaginez le nombre de galères, de réunions, de craft, de chances, de procès, de garde à vue qu'il faut, pour le coup c'est littéralement garde à vue, avant de réussir à atteindre ça. À un moment, j'étais très proche du patron d'Uber en Inde. Une de ses histoires préférées que j'adorais, c'était comment un jour, il dormait et il s'est fait réveiller par des Navy Seals qui étaient dans sa baraque pour l'exfiltrer d'Inde avec un jet affrété illégalement, parce que le gouvernement indien avait décidé de l'arrêter lui et tous les dirigeants d'Uber, et que Travis l'avait appris et avait payé leur exfiltration du pays, et les a mis en Colombie le temps que la tempête passe en Inde. Donc d'un côté, il y a les mecs qui pensent que faire une start-up, c'est avoir une idée, bah, c'est génial, on va mettre des voitures qui viennent à la maison. De l'autre, c'est un mec qui se lève à 4 heures du matin par des militaires pour aller en Colombie. Et vous savez ce qu'il a fait, le patron d'Uber Inde, quand il était en Colombie? Il a lancé Uber Eats en Colombie parce qu'il s'emmerdait. 3e pays du monde pour Uber sur Uber Eats. Ça, c'est la vraie vie des entrepreneurs. La vraie vie des entrepreneurs, c'est que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quels que soient les faits, ils vont avoir les ressources pour trouver les solutions. Et de ce point de vue-là, l'argent, c'est juste un outil. Et alors, c'est un outil qui peut des fois être bien utilisé, des fois mal utilisé.
des fois on peut se tromper. Personne ne peut comprendre à quel point c'est facile de perdre de l'argent tant que vous n'avez pas été en position à un moment de le dépenser inutilement. Tous les gens qui ont un jour construit une grosse boîte, qui ont fait quelque chose d'un peu ambitieux, se rendent compte à quel point gérer l'argent, dépenser l'argent, c'est un talent qui est très 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 dur à acquérir. Et donc si on repart à la base et qu'on revient à la question comment lever des fonds, lever des fonds, c'est comme faire un produit. Il faut avoir un fit. Il faut avoir un fit avec les investisseurs. Et ce fit, il est hyper simple à comprendre. Il repose sur 5 piliers, pas 10, 5. 5 piliers extrêmement simples qui sont toujours les mêmes. Pilier numéro 1, c'est vous avez une équipe incroyable. Alors, la définition d'équipe incroyable, c'est rarement votre propre définition d'équipe incroyable. Parce que 100% des gens qui démarrent un projet trouvent que leur équipe est incroyable. Mais évidemment, de l'autre côté, chez les investisseurs, ça ne fait pas l'unanimité. Prenons un exemple très bête. Imaginons que moi, Oussama, je monte une boîte. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je fais débat, blablabla. Disons que ma cote, je pourrais lever 3-4 millions sur du papier, juste parce que c'est moi. OK ? Si par exemple, un inconnu lève une boîte, fait une boîte, qu'est-ce qu'il a ? Peut-être qu'il a fait une bonne école, que les gens l'aiment bien, etc. Et donc, peut-être que sa cote, c'est 300 000, 400 000 sur papier. Maintenant, imaginons que moi et Sam Altman, on décide de faire une boîte ensemble. D'un seul coup, la cote, c'est des milliards. Ouais, mais ça, c'est tout seul. Moi, je réduis sa cote. C'était ma blague d'après. Et maintenant, imaginons que Sam Altman fasse une boîte tout seul sans moi, il peut lever 7 trillions. Et donc, en fait, la cote des gens et la compatibilité des gens avec la nature de l'argent est plus ou moins forte. Donc, le premier fit, c'est que vous pouvez vous représenter mentalement tous les investisseurs du monde comme des espèces de cubes dans un bâtiment, et votre surface de fondateur est plus ou moins large. Très souvent, quand on démarre, notre surface de fondateur est quasiment de zéro. 99,9% des gens, même leurs parents, ne veulent pas leur donner d'argent pour lancer une boîte. C'est que la confiance que le monde a dans leur capacité est tellement faible qu'on tombe à zéro. Donc si on ne peut pas lever des fonds par l'équipe, on démarre le deuxième sujet, qui est le produit. Faire un produit qui excite les gens. Alors là, pareil, il y a un grand drame qui s'est passé dans le monde des startups, qui est le MVP. Le MVP, c'est un drame dont je suis responsable, entre autres, dans la francophonie. Sur le papier, ça avait l'air génial de raconter aux gens ce qu'est un MVP. Puis on a fini avec 10 ans de produits de merde qui intéressent personne, avec des gens qui se croient à l'école. Donc ça donne quoi ? Ça donne Oussama qui vient et qui dit « Le meilleur moyen de lever des fonds, c'est de faire un MVP. Comme ça, on démontre un marché et on peut avoir de la preuve. » Et puis ça donne des gens qui font une boîte en carton et qui disent « Bah voilà, j'ai fait mon MVP, il est où mon argent ? On m'a dit que si je faisais un MVP, j'avais de l'argent. » Et ça, je pense que c'est le message le plus fondamental qu'il faut comprendre, c'est que personne, mais personne, ne vous doit rien. Vous ne méritez rien. Si vous commencez à vous dire que vous méritez des choses, que vous avez bien travaillé, que vous avez bien fait vos devoirs, que vous êtes mieux que les autres, que lui, il a levé, mais vous, vous auriez levé, vous oubliez tout ça, ça ne fonctionne pas. Les seuls produits qui lèvent des fonds, c'est les produits qui ont un effet waouh. Et les produits qui ont un effet waouh, c'est méga, méga rare. Si la plupart des entrepreneurs étaient honnêtes avec eux, il serait que la plupart du temps, leur produit, leur première version du produit, elle fait plutôt mais que waouh. Dans votre tête, c'est Minority Report, et dans l'écran des gens, c'est Adibou donne des cours de maths. Et encore Adibou, il faisait rêver les enfants. Nostalgie, nostalgie. Mais vous voyez, la plupart du temps, le produit est pourri. Donc, pareil, c'est un peu comme l'équipe. Il y a des produits qui lèvent des fonds, mais disons que s'il y a 0,1% des équipes qui lèvent des fonds, il y a peut-être s'il y a 0,01% des équipes qui lèvent des fonds, il y a peut-être 0,1% des meilleurs produits qui lèvent des fonds. Bon, s'il n'y a pas l'équipe, il y a une troisième chose qui est la social proof. Alors la social proof, c'est très 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 efficace. On est tous très sensibles à la social proof. Par exemple,
Imaginons, je vous présente ma boîte de dessin animé. Vous trouvez ça génial, je vous dis machin, l'IA, blablabla. Je l'ai vécu, je l'ai fait plein de fois ce truc, j'adore faire ce truc. Les gens disent ouais, c'est intéressant, machin. Je dis ah, tu veux investir? Ouais, je sais pas. Tu sais, les dessins animés, c'est compliqué et tout. Je dis non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, on est en train de lever des fonds avec le directeur de l'animation de Ratatouille et il nous rejoint comme directeur exécutif de notre première prod. Et là, d'un seul coup, bizarrement, les gens veulent investir. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, le mec, il a fait Ratatouille, il croit dans ce projet, moi, j'ai rien compris, mais lui, il doit savoir des choses que moi, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, la social proof, c'est l'arme préférée des escrocs. C'est pourquoi les escrocs adorent le réseau, connaître des gens, etc. Parce que c'est le truc qui désactive le plus le cerveau des gens. Il n'y a rien qui désactive plus le cerveau de quelqu'un que le réseau, le machin, je connais ci, je connais ça, je fais ci, je fais ça. Et c'est même triste, en fait, de voir à quel point les gens développent si peu leur capacité de jugement propre et l'entraînent tellement peu dans leur vie qu'ils ont besoin de le sous-traiter à des gens qu'ils estiment être meilleurs qu'eux. Par exemple, en France, pendant une époque, on l'a vu avec Xavier Niel investi dans une boîte. Il y a une époque, quand Xavier Niel investit dans une boîte, tout le monde voulait investir. Puis après, les gens se sont rendus compte que Xavier Niel, il faisait 1000 tickets pour avoir une chance de gagner, que eux, ils n'avaient pas du tout les moyens de faire 1000 tickets, et ils se sont dit, c'est n'importe quoi, il investit dans n'importe quoi. Puis maintenant que les perdants sont partis et que les gagnants sont là, ils disent, ah ouais, en fait, c'était génial. Donc, vous voyez, là, en plus, la courbe de social proof des gens, elle peut monter, elle peut descendre, mais ça montre juste quoi? Ça montre que dans la dynamique sociale de l'investissement, les gens sont plutôt des followers que des leaders. Et ça, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte, parce que ça donne des stratégies de levée de fonds très efficaces. Je vais vous raconter la stratégie de levée de fonds la plus dark que j'ai jamais inventée de ma vie. Non, je m'en bats les couilles, je peux la raconter en public. mais qui montre à quel point les gens sont dysfonctionnels. À The Family, je disais toujours aux gens, quand ils partent lever des fonds, à chaque fois que quelqu'un leur dit non, il faut absolument entretenir une relation positive. Ne vous vexez pas quand quelqu'un vous dit non. Ne faites rien du tout contre lui. Ne vous énervez pas. Prenez le non avec gratitude. Apprenez vraiment à prendre le non avec gratitude. Et continuez à pitcher, continuez à pitcher. Vous allez finir par avoir quelqu'un de bien qui va vous dire oui. OK? Quand cette personne ou ces deux personnes vous ont dit oui, et que ça ne représente pas assez pour votre levée de fonds, vous prenez ces deux personnes qui vous ont dit oui, vous mettez tout le monde dans un super email bien copyrighté, avec un format très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Qui a accepté, combien on lève? Et vous dites dans l'email, voilà, on s'est vu, je sais que vous avez dit non, mais je vous donne une chance de reconsidérer ça parce qu'on close dans 48 heures. Et donc, vous prenez tous les gens qui vous ont dit non, et les deux personnes qui vous ont dit oui, ou les trois personnes qui vous ont dit oui, sont aussi en copie de cet email. Et le but du jeu, en copie visible, c'est que dans les 10 minutes suivant votre email, vos gens qui ont dit oui répondent « I'm in pour 50 000, I'm in pour 25 000, I'm in pour 100 000, whatever ». Et qu'est-ce qui se passe dans 100% des cas? Eh bien, tous les gens qui ont dit non, ils disent oui. Les uns après les autres. Et d'ailleurs, l'ordre par lequel ils vont dire oui, c'est leur ordre de moutonnier. C'est-à-dire que le mec qui finit par dire oui en dernier, lui, il a vraiment... il s'est pris un email, 2 emails, 3 emails, 4 emails, machin. Et en fait, vous finissez avec des taux de succès de 80-70%, tout simplement parce que vous avez fini par avoir quelqu'un qui dit oui. Et ça, c'est la dynamique que souvent les gens ne comprennent pas sur les levées de fonds. C'est que dans une levée de fonds, le but du jeu, c'est pas d'avoir tout le monde qui dit oui, c'est d'avoir quelqu'un qui dit oui suffisamment fort et avec suffisamment d'aimant pour que tous ceux qui ont dit non, mais qui ont étudié le dossier, aient envie de changer d'avis. Et c'est humain. Parce que qu'est-ce que ces gens-là se disent? Ce mec a compris un truc que j'ai pas compris. Finalement, au fond, si on est un peu bienveillant,
c'est pas juste l'incapacité des gens à avoir le courage de leur propre opinion, c'est aussi l'humilité de reconnaître que d'autres gens ont pu comprendre des choses qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Et donc, la social proof, c'est en général une raison au début, quand on démarre, etc., si on est fort en networking, si on est fort en conviction, de retourner. Alors, de mon expérience, très souvent, ces levées-là ne donnent pas des très bonnes boîtes. Parce qu'il y a une décorrélation entre les gens qui sont forts en levée de fonds et les gens qui sont capables de réaliser des choses. C'est un peu comme en politique, les gens très forts à se faire élire, en général, ils ne sont pas très forts à gouverner, et ça donne des petits problèmes. Démarre la 4e raison de lever des fonds, qui est beaucoup plus intéressante, qui est l'émergence d'une tech nouvelle. Alors, une tech nouvelle, c'est très rare, mais ça fascine encore les gens. Si vous arrivez à créer quelque chose de technologiquement nouveau, technologiquement impressionnant, là, d'un seul coup, vous avez toute une sociologie de gens qui sont prêts à prendre des paris sur le futur. Et il faut comprendre une dynamique sociale extrêmement importante, c'est que les hackers reconnaissent les hackers. Et là, vous rentrez dans une sociologie complètement différente. Si vous savez coder, si vous savez faire avancer les choses, si vous savez faire les choses différemment, vous pouvez rencontrer une sociologie un peu intéressante. Et puis la dernière raison de lever des fonds, qui est la reine de toutes les raisons, c'est d'avoir de l'attraction. Alors attention, c'est quoi l'attraction? L'attraction, c'est pas forcément du chiffre d'affaires. L'attraction, c'est avoir une métrique dans votre business, une seule, dont les résultats ne sont du jamais vu. Par exemple, ma levée préférée dans l'histoire de The Family, que je n'oublierai jamais, c'est une courbe comme ça, de chiffre d'affaires sur 3 mois, avec le RIB de la boîte. Voilà. Même pas l'activité, même pas machin. C'est la courbe la plus rapide qu'on ait jamais eue de l'histoire de The Family. Et donc, c'est des courbes. Par exemple, vous prenez une boîte comme Deal. Je ne sais pas si vous connaissez Deal, D-E-E-L. Deal, ils ont atteint 100 millions d'euros de revenus en 9 mois. Point. Est-ce que vous croyez vraiment que le CEO Deal, quand il lève des fonds, il a besoin d'expliquer ce qu'il fait? C'est-à-dire que là, c'est pas le mec qui doit expliquer ce qu'il fait. C'est les investisseurs qui doivent expliquer pourquoi prendre leur argent plutôt que d'autres. Et alors, ça j'ai pas trouvé une image élégante pour le dire, mais je vais vous donner l'image pas élégante du tout. C'est que souvent, les entrepreneurs ne comprennent pas qu'ils ont 2 choix. Quand ils sont en levée de fonds, soit ils sont le charreau qui veut se taper n'importe qui, et donc ils pitch, et ils espèrent que quelqu'un va finir par leur dire oui, ou ils sont la meuf que tout le monde veut choper. Et pour être la meuf que tout le monde veut choper, il faut travailler longtemps en amont. Il faut aller à la salle de gym, il faut prendre soin de soi, etc. Et la version entrepreneur de ça, c'est quoi? C'est travailler sur ces 5 piliers pour que le pilier traction explose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas de Deal, c'est que c'est un entrepreneur qui a galéré pendant des années à lever des fonds. Il a fait plein de trucs, ça marchait pas. Moi, je fais partie des gens qui l'a pitché, je lui ai dit non. Quel con, putain. Et un jour, le jour où il a trouvé son product market fit, d'un seul coup, du jour au lendemain, la dynamique change complètement. Les gens qui répondent pas au téléphone, c'est eux qui t'appellent. Les gens courent après toi, etc. Et donc, ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, la levée de fonds, c'est une dégradation entre des fits sociologiques d'investisseurs et des qualités de boîte. Donc, tout en haut, très 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 en haut, là, très très loin de nous, il y a le top 0,0001% des boîtes qui sont créées dans la Silicon Valley, qui dépassent les 10 millions de dollars de revenus en 1 an, et qui donc lèvent quasi automatiquement avec les meilleurs VC de la vallée. Et c'est un petit club, ils sont entre eux, ils ont besoin de personne, ils n'ont pas besoin d'aller trouver le deal original, exotique, machin. La meilleure explication de ça que j'ai, c'est à un moment, on a eu Andrew Chen qui est venu dîner à The Family, qui est un partenaire de Andreessen Horowitz. T'as honte sur moi. Et il y a un entrepreneur de The Family qui trouve pas mieux à lui dire qu'il ferait mieux d'investir en Europe parce que les valos sont 3 fois moins, 4 fois moins chers qu'aux US. Et le mec, il l'a regardé, il lui a dit « Ouais, c'est comme si tu disais à un mec qui faisait ses courses chez Dior qu'il vaut mieux aller à Walmart parce que c'est moins cher. » Je trouvais ça horrible, mais c'était tellement vrai. Parce qu'en fait,
Très souvent, les entrepreneurs sont très naïfs sur ces questions de valo. Entre nous, si vous êtes honnête, vous préférez quoi? Payer une grosse valo d'une boîte faite par un Américain dans la vallée, avec le bon réseau, le bon produit, 100% scalable et en ligne, ou donner de l'argent à un mec exotique à 4 fois moins cher, au fin fond de la France, qui vous explique qu'il a tout compris parce que personne d'autre dans le monde a compris sa tech. Si on est honnête 2 minutes, évidemment qu'on mette là. Et pourquoi tous les investisseurs ne mettent pas dans ces boîtes-là? Tout simplement parce qu'il y a plus d'argent que de boîtes comme ça. Et ensuite, l'argent dégouline. Comme il n'y a pas de place dans le top numéro 1, on passe au top numéro 2. C'est des boîtes qui ont entre 0 et 10 millions de revenus, qui sont donc encore un peu risquées, et qui vont voir des investisseurs de seconde zone par rapport à la première zone. Puis ensuite, on décale. Mais ce qui est fou dans le monde des startups, c'est que même si vous descendez dans la catégorie la plus basse, par exemple, je sais pas, vous êtes VC financé par la BPI dans la région Rhône-Alpes, par exemple. Vous êtes en galère de deal, vous rencontrez que des gens qui font n'importe quoi et tout. Et ben un jour, vous pouvez avoir de la chance de tomber sur une pépite, un diamant dans le sable. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que ce qui a l'air au début être complètement à l'ouest peut un jour devenir extraordinaire. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y a des mecs, ils ont créé des boîtes au fin fond de l'Afrique, ils sont devenus des géants. Il y a des gens, ils ont créé des boîtes au fin fond de l'Inde, ils sont devenus des géants. Mais évidemment, les gens qui sont prêts à prendre le risque sur ces boîtes-là, il faut qu'elles comprennent la sociologie locale. Et souvent, la bêtise que font les entrepreneurs, c'est de vouloir taper au-dessus de leur ligue. C'est pas comprendre que ça, c'est un escalier. Si vous n'êtes pas capable de parler avec les meilleurs investisseurs du monde, c'est pas grave. Parlez avec des investisseurs à votre échelle, construisez, prouvez, prenez leur argent, bâtissez des choses, apprenez, faites des boîtes, faites des exits et retournez pour un second round ailleurs et montez les échelles. Les entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point leur carrière entrepreneuriale se construit comme un CV. En tant qu'entrepreneur, vous avez un CV, on vous a donné de l'argent, vous avez fait des réussites ou des échecs, et les gens, à chaque étape, sont prêts à réévaluer votre carrière, comme on évalue votre carrière lorsque vous montez. Et donc, si vous comprenez que l'investisseur, il n'existe pas, il est multiforme, multimodal, il est adapté à ce que vous cherchez, vous comprenez que la seule vraie stratégie, c'est une stratégie de sales. Il n'y a aucune différence entre un processus de sales entreprise et un processus de levée de fonds. Qu'est-ce que c'est un processus de levée de fonds? C'est créer des leads, avoir un pipe de leads le plus large possible, ensuite qualifier ces leads, voir qui match pas pour pas perdre son temps. Pourquoi parler et faire 10 rendez-vous avec un mec que vous savez que de toute façon à la fin il n'investira pas? Ensuite, de la qualification, passer au closing et transformer le closing en monnaie sur votre compte. Et vous voyez ce process-là, c'est un process que vous pouvez faire à 2 dimensions. Vous pouvez le faire avec des gens qui sont investisseurs, mais vous pouvez aussi créer des vocations chez des gens qui n'ont jamais investi. Pourquoi? Parce que vous pouvez être la première opportunité qui les éduque. Une de mes stratégies préférées, quand je dois aider quelqu'un à lever des fonds et qu'il n'est pas compatible avec les VC locaux, qu'il n'est pas compatible avec les VC américains, qu'il n'est pas compatible avec les business angels parce que pas assez de traction, trop tôt, pas assez prouvé, eh ben j'essaie de lui créer un réseau de business angels propriétaires. C'est exactement comme les stratégies de vente. Si vous ne pouvez pas compete sur le marché, créez votre propre marché. Alors, quelle est ma stratégie? C'est un script très simple. C'est, par exemple, je l'ai fait récemment, boîte dans la mode. Donc, nana, plutôt douée, qui veut créer une boîte dans la mode et qui a besoin de lever de fonds pour se développer. Elle a un petit succès d'estime sur Instagram, pas grandiose. Elle a été parlée, donc souvent les bons entrepreneurs, ils sont pas très conscients de ce qu'ils font. Donc elle a 3000 followers et elle prend rendez-vous avec Bernard Arnault, tu vois. Et elle passe, je sais pas, 30 minutes avec lui, et à la fin il dit « Ouais, c'est bien, au revoir ». Et lui, il doit sortir du rendez-vous en se disant « Mais c'est qui m'a mis ça dans mon agenda ?» Et elle sort en disant « Il était intéressé, il va investir ». Bon.
Une fois qu'elle a fait le tour de toute la place et que personne n'a investi, elle retourne à la case départ. Et là, elle commence le cycle très traditionnel dans la francophonie. C'est de la faute des autres. Personne ne me comprend. Personne m'aime. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Bon, okay. Je tombe sur elle à un dîner. Elle me raconte son truc et tout. Je lui dis, viens avec moi. On va passer une demi-journée ensemble. On va complètement changer le process. Étape 1. On va repérer des gens entre 40 et 60 ans dans ton industrie qui n'ont jamais investi, mais qui gagnent plus de 300 000 euros par an, donc directeur de marque, directeur dans des grandes maisons, gens qui ont des grosses boutiques, entrepreneurs qui ont des grosses PME, des gens qui peuvent se permettre de perdre entre 25 000 et 100 000 euros, et on va tous les qualifier. Donc on a été sur LinkedIn, machin, et on a fait une liste de 800 personnes en Europe. Ensuite, on a envoyé un email à chacune d'entre elles en leur disant surtout pas qu'on lève des fonds. Mon Dieu, c'est sale. Surtout pas demander de l'argent. On les contacte une par une et on leur dit très impressionné par votre carrière ou je sais pas quoi, enfin, truc d'ego de base, on aimerait faire un call pour prendre des conseils. Les gens organisent le call, on prend le call, et pendant ce call, attitude extrêmement importante, prendre un max de feedback, un max d'idées, créer de la valeur, et même si c'est des idées que d'autres gens vous ont données, prétendre que c'est la première fois qu'on vous les donne. Très important. Les gens ont besoin de se sentir utiles. OK ? Donc vous prenez toutes les idées, faites un tableau Excel, et pour chacune des idées, vous mettez tous les gens qui vous ont donné l'idée. OK ? Vous voyez le truc ? Donc, vous avez, par exemple, en ligne, ou plutôt en colonne, tous les gens, en ligne, les idées, et vous mettez pour chacune des idées un 1 et un 0 pour qui vous a donné ces idées-là. Vous avez une cartographie avec une liste d'idées à implémenter et une liste de gens qui vous l'ont donné. Ensuite commence le vrai travail. Le vrai travail, c'est qu'il faut réussir à implémenter 20% des idées les plus importantes qui ont 80% de l'impact le plus vite possible dans les 15 jours. Et donc, mettre toute son énergie à implémenter. Et dès que c'est implémenté, vous contactez les gens qui vous ont donné les idées pour un follow-up. Donc en général, une idée a été donnée peut-être par 3, 4 personnes différentes. Et vous contactez les 4 personnes et vous les remerciez pour l'implémentation et vous reprenez un nouveau cycle d'idées. Et vous recommencez ça sur plein d'idées et ça vous donne à la fin un tunnel avec 2 ou 3 interactions avec des gens qui vous ont donné des idées, vous avez implémenté ces idées et votre business maintenant est en croissance et il y a le début d'un momentum parce que vous avez une énergie de gagnant et vous montrez à tous ces gens-là que vous avez faim. Règle numéro 1 de l'investissement, c'est que c'est animal. Les gens ont besoin de sentir que vous avez faim, vous êtes prêt à tout bouffer. Et il n'y a rien de mieux que l'action pour ça. Il faut retenir cette règle hyper importante, c'est que l'action crée l'information. Ça, c'est hyper important dans le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, ce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient souvent que l'information est créée par la recherche, la réflexion, le brain. Non. L'action crée l'information. Plus vous agissez dans une boîte, même en faisant n'importe quoi, et plus vous collectez du feedback et de l'info réelle, de l'info pertinente. Vous implémentez ces infos dans votre boîte. Et là commence le script miracle, by Ous. Vous appelez les gens, ils ont eu déjà 2-3 interactions avec vous, et vous dites le discours suivant. J'ai adoré nos interactions, c'est vrai, puisque les gens vous donnent des idées que vous avez implémentées. Vous n'avez même pas besoin de mentir, c'est factuellement vrai. Et je pense que vous seriez un atout pour l'avenir de ma boîte. Et pareil, vous pensez que c'est vrai, puisque vous avez validé les idées des gens. Je pense que le meilleur moyen de nous aligner à long terme, c'est que vous investissiez dans ma boîte. J'ai décidé de ne pas lever des fonds pour l'instant, mais de vous réserver un ticket juste pour vous et quelques investisseurs choisis pour vous permettre d'investir avant la levée de fonds qu'on va faire. Pareil, c'est là où c'est un peu sioux, parce qu'en fait, vous avez besoin de l'argent, mais vous leur donnez le sentiment de leur faire un cadeau.
Et si en plus vous y croyez vraiment, que vous leur faites un cadeau parce que vous croyez vraiment que votre boîte un jour va valoir plus d'argent, ça passe encore mieux en énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais pensé investir, ils disent « Putain, elle, j'ai envie de faire un deal avec elle. » Et boum, vous avez votre investisseur. Vous répétez ça suffisamment de fois pendant 1 an, vous pouvez lever des millions. Et vous pouvez lever des millions sans jamais avoir besoin de mettre tout le monde autour de la table pour que tout le monde soit d'accord au même moment. C'est la différence entre le low resolution fundraising, qui est la façon classique de lever des fonds en allant parler à plein de gens en même temps, et le high resolution fundraising, qui est le fait de parler à peu de gens, et de façon séparée, et de prendre leur argent au fur et à mesure, et d'utiliser l'argent des uns pour bâtir la conviction des autres. Vous voyez, ça, c'est une compréhension profonde des mécanismes de levée de fonds. C'est comprendre qu'une levée de fonds, c'est un fit entre une personne et un produit. Et cette personne peut être simple, ça peut être un individu qui met ses économies, elle peut être extrêmement compliquée, c'est un fonds pétrolier dans la région qui déploie des centaines de millions dans une stratégie d'une vision Dubaï 2070, etc. Mais à la fin, c'est comme dans un process sales, comprendre les problèmes de la personne, les cases à cocher, et faire en sorte d'y répondre. Et si vous réfléchissez au niveau 0 de la levée de fonds, à savoir c'est quoi les premières cases que les gens veulent, ils veulent se sentir utiles, ils veulent sentir qu'ils ont de l'impact, ils veulent avoir besoin que leur expertise soit adaptée à votre projet, et là, ils peuvent envisager de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait autrement. Lever des fonds. Et nous, on a créé des vocations à Paris. Il y a des gens, ils ont commencé dans ce process-là avec des startups de The Family, ils se sont fait pitcher, machin, puis après, ils sont devenus business angels. Parce que comme ils l'ont fait une fois, ils se sont dit, mais c'est génial ce truc. Puis ils ont commencé, eux, à être proactifs. Et c'est comme ça qu'on démarre un écosystème. On le démarre par le contexte, par le bas. C'est bottom-up. Et en fait, tous les process de levée de fonds, du business angel amateur, au business angel éclairé, au VC, au fonds de private equity, au fonds souverain, au gouvernement, au je sais pas quoi, c'est toujours la même chose, mais c'est juste est-ce que ça fit ou est-ce que ça fit pas? Est-ce qu'il y a les critères ou pas? Évidemment, si vous êtes le fonds souverain d'Arabie Saoudite ou de Dubaï et que vous voulez investir dans Sam Altman, c'est parce que fondamentalement, vous dites que ça représente quelque chose pour le futur de votre pays. Donc le critère, il n'est pas juste financier. Il est stratégique, géopolitique, etc. Il peut y avoir des gens qui ont des critères très très complexes, puis il y a des gens qui peuvent avoir des critères très simples. Et si vous prenez le monde de la crypto, le monde de la crypto, c'est pas très différent. C'est juste que c'est rempli de gamblers. Alors, le monde de la crypto, c'est un monde un peu bizarre, parce que dans une startup, quand on investit, on peut pas savoir si ça a marché ou pas pour 10 ans. Dans le monde de la crypto, ça monte, ça descend, etc. Et donc, il y a un côté casino. Mais finalement, c'est la même chose. Qu'est-ce que les gens ils cherchent quand ils achètent un même coin? Ils cherchent juste à l'acheter avant que d'autres l'achètent pour se passer la patate chaude jusqu'au moment où ça retombe. Donc c'est juste comprendre psychologiquement l'offre et la demande, c'est comprendre qu'est-ce qui va être à la mode ou pas après et essayer de le comprendre avant les autres. Mais quand vous êtes un fondateur crypto, vous avez 2 problèmes. Problème numéro 1, c'est que cette montée, cette descente, elle peut être violente en termes d'adrénaline. Et donc, comment vous la gérez? Et notamment, nous, on le voit dans les boîtes crypto, les gens perdent 100% de leurs employés à chaque passage de market cap. Ce qui donne des coins aux employés, ça passe un certain market cap, tout le monde est riche, vend, se barre, puis ça continue à monter. Les gens regrettent, ils se disent « Ah, j'aurais dû rester ». Mais il y a des nouveaux qui sont là, pareil, ils sont riches, ils vendent, etc. Par exemple, Axie Infinite, c'était un très bon exemple de ça. Ils ont changé plusieurs fois 100% de leur équipe en chemin. Parce que, tout simplement, ils ont eu un espèce de cataclysme de valeur. Donc c'est vrai que le monde de la crypto, c'est tout ce que je vous ai raconté, en exacerbé, en accéléré, 24 heures sur 24, dans le monde entier, avec des gens anonymes qui dégènent. Et c'est vrai que le phénomène dégène est un phénomène très, très, très particulier. Pour de temps en temps y être confronté, parce qu'on m'invite dans des groupes, des machins, à chaque fois je me dis, mais c'est incroyable. Et pas de jugement là-dedans.
Les gens font ce qu'ils peuvent hein, pour être riches. Et c'est vrai que le casino, ça, c'est un peu la même chose. C'est juste que là, on a créé un casino ouvert 24 heures sur 24, hyper violent, très manipulé, avec des gens qui ont un gros niveau d'information et d'autres qui en ont moins. Et si vous réfléchissez, c'est la même chose dans les startups. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est augmenter votre niveau d'information. Et je vais finir cette conférence par 3 éléments très simples. Premier élément, c'est que la meilleure façon d'augmenter ses chances de lever des fonds, c'est de changer sa sociologie. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. C'est que la meilleure façon de faire plaisir à un investisseur, c'est de parler comme lui, parler son vocabulaire, connaître son monde, etc. Donc, conséquence de ça, élément numéro 2, c'est que le meilleur moyen de changer sa sociologie, c'est de changer son niveau de knowledge et de vocabulaire. Comment on change son niveau de knowledge et de vocabulaire? On va sur Internet et on lit les dizaines et les dizaines et les dizaines et les dizaines d'articles sur la levée de fonds, sur le VC, sur le vocabulaire, sur les business angels, sur les méthodes, on regarde les témoignages, etc. Trop d'entrepreneurs ne comprennent pas que c'est autant un travail rationnel qu'un travail irrationnel. Sur le travail rationnel, vous trouverez plein d'exemples, de conseils, de méthodes, etc. sur Internet. Mais là, ce que je veux insister, c'est sur le côté animal d'une levée de fonds et le fait que dans une levée de fonds, eh ben, il faut, si on veut prendre de l'argent à un VC, eh ben, il faut ressembler à quelqu'un qui prend de l'argent à un VC. Un des trucs terribles qu'on avait à The Family, c'était les entrepreneurs doués, mais dont l'ego les empêchait de changer de sociologie. C'est typique le mec de 50 ans qui a une super truc et qui se comporte comme un mec de 50 ans. Bah oui, les gens qui investissent dans le VC, ils veulent pas investir dans des mecs qui ont 50 ans, qui ont l'air largués, jet-lagués. Le mec qui vient en rendez-vous, il dit « Ouais, moi, vous savez, les emails, j'y connais rien. » Bah frère, on a un problème là, en fait. Parce que moi, je vais t'écrire par email, donc tu peux pas me dire ça, en fait. Et même si ton projet, il est génial, il gagne plein d'argent, etc., tu viens de me mettre off en sociologie. Et le troisième point, qui est le dernier point et qui est le point le plus important, c'est que la meilleure façon de se former à la levée de fonds, et ce sera sans doute le sujet un jour d'un podcast ou quelque chose, ça pourrait être marrant, c'est de faire les formations de pick-up artistes aux US dans la séduction. 100% de ce qui est vrai pour séduire des femmes avec toutes les techniques sur je t'ignore, je te relance, je sais pas quoi, toutes ces conneries-là, ça marche 10 fois mieux sur les investisseurs que sur n'importe quelle sociologie. Pourquoi? Parce que les investisseurs sont dans fear of missing out. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que investir dans une boîte qui rate, c'est perdre une fois sa mise. Ne pas investir dans une boîte qui réussit, c'est perdre des milliers de fois sa mise. Et cette tension psychologique, cette espèce de poids sur laquelle les investisseurs sont, fait qu'ils sont hyper sensibles aux techniques de manipulation et aux techniques de séduction. Alors ça sert à rien que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a des centaines de formations aux US qui ont été faites sur le sujet. À l'époque, j'en recommandais une, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut maintenant. Je suis sûr que vous trouverez. N'hésitez pas à vous former là-dessus. C'est des techniques qui marchent à tous les coups. Merci beaucoup. Je peux avoir de l'eau. Est-ce que vous avez des questions? Et devenu quoi j'ai pensé à ça l'autre jour, la boîte qui poussait des fraises. Agricool? Ouais. Ils sont morts. Okay. Et le fondateur d'Agricool fait une newsletter qui est incroyable, qui s'appelle Le Plongeoir, pour aider les gens à plonger. C'est le plongeoir, oui, ça. Oui. Pour aider les gens à plonger dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment bien. C'est une super newsletter. Je recommande chaudement. Mais Agricool n'a pas réussi à lever l'argent. La levée de fonds, le problème, du coup. Bah, si tu veux, c'est une tension entre deux choses. C'est le fait de ne pas avoir réussi avec l'argent qu'ils avaient à atteindre les niveaux de rentabilité qu'ils avaient besoin d'atteindre et de ne pas trouver suffisamment d'argent pour continuer. Mais finalement, tu sais, Agricool, c'est un peu le syndrome français, c'est qu'on donne beaucoup d'argent à une boîte, mais 10 fois moins qu'ailleurs. Tu vois, le concurrent, j'ai visité le Agricool de Dubaï. Ils ont levé 250 millions d'euros avec le fonds souverain. Concurrent américain de Agricool, c'est 180 millions de levée en seed. Et Agricool, on leur a donné 5 millions. 5 millions en seed, on dit « Ah mon Dieu, quel argent !» Tu te dis « Ouais frère, mais moi je compete avec des gens qui
pour lever 250 et 180. Et comme par hasard, on a beau faire des miracles, les ingénieurs français, à la fin, on n'y arrive pas, en fait. Ça, c'est vraiment le drame français. Et après, bon, Guillaume a malheureusement pas réussi à convaincre les gens de mettre plus d'argent. Après, il a fait 2 tours, je crois qu'il a levé, je sais plus, peut-être 20 millions au total, mais c'est du tout petit argent comparé à l'échelle du sujet. Et c'est dur hein, comme sujet. Hein. C'est des sujets où il faut tellement aller contre tout, etc. Enfin, c'est dur de le faire dans un environnement où tout le monde est sceptique par nature. Ça, on n'en a pas parlé, mais l'environnement dans lequel vous êtes a beaucoup d'impact sur la levée de fonds. C'est sûr que si vous avez la chance de vivre aux US, les levées de fonds ne se passent pas pareil qu'en France. C'est pas les mêmes. Et ça, il y a un moment, quand on est entrepreneur, il faut faire un choix de vie ou un choix de business. Soit vous vivez à l'endroit où votre business est pertinent, soit vous vivez à un endroit où c'est pas pertinent pour votre business, vous trouvez d'autres façons de faire. Et vous pouvez pas passer votre temps à chouiner. Si vous voulez vivre en France, ou même vivre à Dubaï, et vous voulez lever de l'argent, vous oubliez. Il y a un moment, lever de l'argent en France, lever de l'argent à Dubaï, c'est 10 fois plus dur qu'ailleurs. Et d'ailleurs, pour le coup, Dubaï, c'est à peu près la même chose que la France. Parce qu'il n'y a pas de culture ici du risque. Les gens ici, ils n'aiment pas le risque. Ils veulent mettre beaucoup d'argent dans des trucs shiny, la social proof, etc. Mais mettre 200 000 balles sur un mec sans savoir si ça va marcher, en acceptant que 90% des boîtes vont mourir, non, jamais de la vie. C'est pas l'esprit arabe. De ce point de vue, l'esprit arabe et français est très proche, en fait. Les gens ont besoin de dire qu'ils sont trop forts. D'ailleurs, un des trucs, moi, qui m'étonnait beaucoup au début, quand j'étais en France, c'est tous les investisseurs que je rencontrais, à quel point ils étaient fiers de dire qu'il y avait peu de boîtes qui ont fait faillite dans leur portefeuille. Et tu te dis, mais c'est trop bizarre. Tu voudrais être fier de ton taux de faillite. Parce que le taux de faillite reflète le taux de risque. Le taux de risque reflète la variance reflète le taux de succès. Si tu as un très faible taux de faillite, c'est que tu as pris très peu de risques, et donc tu n'es pas à la hauteur du mandat qu'on t'a confié. Mais ça, c'est culturel, on ne peut pas lutter contre la culture. By the way, un élément très important auquel je pense à l'instant, c'est que l'intelligence artificielle va grandement changer la donne en termes de levée de fonds. Et ça, je crois que les gens n'ont pas compris encore. Mais réfléchissez-y. Imaginez que vous vous dites qu'un ingénieur qui utilise l'IA peut faire le travail de 3 ingénieurs. Et vous êtes vraiment sur la courbe basse de l'espérance. Moi, je pense qu'un ingénieur avec de l'IA, entraîné à utiliser l'IA, qui s'est formé à utiliser l'IA, il fait le travail de 10 ingénieurs. Mais restons sur 3. Ça veut dire qu'avant une équipe de 15, vous n'avez plus besoin que de 5. Donc 15 personnes à 10 000 euros par mois, ça fait 150 000 de burn. 5, ça fait 50 000 de burn. C'est-à-dire que le seuil de rentabilité, imaginez que vous vendez un produit à 1 000 euros par mois, pour faire simple, ou à 100 euros par mois si vous voulez. 1 000 euros par mois, ça fait que 50 personnes au lieu de 150. Donc ça réduit l'effort commercial par 3 aussi. Et donc, ça réduit le besoin de financement exponentiellement. Imaginez qu'avant, vous avez besoin de 24 mois pour être rentable à 150 000 par mois. 150 000 par mois, ça fait donc 150 000 par mois fois 12, ça fait 1,8 million. 1,8 million fois 2, ça fait 3,6 millions. Là, ces 3,6 millions devient 1,2 million. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire un seed et le début d'une série A, un bridge, un peu en raclant. Maintenant, vous pouvez faire le même résultat pour 1,2 million. Et il est fort probable qu'en fait, sur le commercial, vous ayez aussi un impact de 3x, que ça n'impacte pas juste votre boîte 3x vers le bas, mais 3x vers le haut, parce qu'il est fort probable qu'avec le support client en IA et les sales en IA, vous soyez capable de faire 2 fois plus de ventes. Donc là, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle génération d'entreprises qui, si elles sont bien gérées, avec un simple tour de business angel, peuvent passer des étapes et aller à une série A massive.
Et ça, c'est complètement nouveau. Et je pense qu'il ne faut pas du tout discompter l'opportunité de l'intelligence artificielle dans la capacité à faire des startups d'un tout nouveau genre. Ouais. Et tu penses que du coup, là, ça impacte côté entrepreneur, mais est-ce que ça va impacter aussi business angel? Ah bah bien sûr. Ça va surtout impacter les prises des décisions qui seront aidées par l'IA. Ouais, alors ça, j'y crois pas. Toujours. Non, parce qu'à la fin, les gens décideront toujours d'investir en 5 secondes. Hein. Ils écriront les mémos pour les investisseurs en IA. Donc ça va supprimer les juniors dans les fonds. Mais les seniors... Tu sais, moi, j'ai compris un truc, c'est... J'ai eu la chance de rencontrer un mec qui travaille pour François Pinault, qui avait été son conseiller pendant 15 ans. Un jour, il m'a dit... je dis, ouais, j'étais jeune. J'étais enthousiaste. Je dis, ça va être génial de travailler pour un mec comme ça. Vous devez apprendre plein de choses et tout. Le mec, il m'a rien fait, mec, c'est misérable comme travail. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bah moi, mon seul travail, c'est d'expliquer pourquoi il dit non. Je dis, quoi? Il me dit, bah François Pinault, quand il a un pitch, il décide à peu près en 1 minute s'il va investir ou pas. Quand il va investir, il nous en parle jamais. Il fait le deal, il fait le virement, il fait même le virement lui-même, des papiers. Mais il a une réputation. Il peut pas donner l'impression de prendre des décisions en 1 minute. Donc, quand il décide de ne pas investir, eh ben, nous, on doit se taper 5 meetings, une due diligence, etc., pour écrire un rapport, pour expliquer pourquoi non, pour que les gens aient l'impression d'avoir été bien traités. Parce que si les gens sortent en disant, le mec, il m'a regardé dans les yeux 1 minute et a dit, non, ça va pas le faire, au revoir, eh ben, il va passer pour un con, limite sorcier, etc. Et il dit, en 15 ans, j'ai pas fait un seul deal où il a dit oui. Et je me suis dit, ah putain, mais c'est tellement vrai. Et moi, je me souviens, à The Family, c'était la même histoire. À The Family, pourquoi on avait des gens qui faisaient les applats, etc. Parce que la vérité, c'est que moi, en 10 secondes, je savais si je voulais quelqu'un ou pas. Mais ça vexait trop les gens, ça faisait une trop mauvaise réputation. Il y avait même à un moment des rumeurs comme quoi on avait un astrologue qui décidait quelle boîte on prenait. Parce que les gens se disaient, mais c'est trop bizarre, il a regardé en 5 minutes et tout. Et moi, je faisais des blagues, je disais, ouais, les étoiles sont alignées. Et c'était de l'humour. Mais les gens l'ont pris très au sérieux. Et donc, à un moment, on s'est dit, hein, on va se professionnaliser, on va prendre les dossiers, les lire, les gens, pour donner une super expérience. C'était une catastrophe. Ça, des bons dossiers, on les a ratés à cause de ça, parce que les juniors, ils comprenaient rien. On n'a jamais réussi à expliquer aux gens ce qu'était une bonne startup ou une mauvaise startup. En fait, donner le knack à quelqu'un de savoir quand est-ce que miser ou pas miser, c'est impossible. Ça, c'est français ou aux US? Non, c'est pareil. C'est partout. C'est vraiment la nature humaine. Ouais, c'est la nature humaine. En fait, je pense que la seule façon d'être bon à sélectionner les gens dans ce métier, c'est d'avoir perdu beaucoup d'argent. D'avoir eu de la data, l'intuition. Ouais. Et donc d'avoir beaucoup perdu. Et tu peux pas former quelqu'un en lui faisant perdre ton argent. Ça fait trop mal. Tu peux pas à un moment dire à un mec, écoute, bon, on sait que ça va coûter 3 millions à ce que tu deviennes bon. Perds cet argent. Et puis après, on se parle. Personne ne peut faire ça. C'est psychologiquement trop dur, en fait. Ouais. Ouais. Moi, je suis à l'étape de closing actuellement. Comment tu l'optimiserais pour faire accélérer un peu cette étape? Ouais, tu devrais parler dans le micro. Ok. Alors, je disais, je suis à l'étape de closing au niveau de la levée de fonds. Ouais. Comment tu ferais pour l'optimiser au maximum, pour que ça aille plus vite, en fait? Alors, la meilleure façon que ça aille plus vite, c'est d'augmenter ta désirabilité. C'est de trouver des éléments de momentum et quasiment de les créer à la main, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, il y a 2 règles dans la levée de fonds. C'est de ne surtout pas parler aux gens de façon trop séparée, essayer de parler à tout le monde en même temps, quitte à reporter le moment où tu commences à leur parler. Donc, tu vois, par exemple, au lieu de, si tu as des rendez-vous sur 3 semaines, il vaut mieux les mettre sur 1 semaine, la dernière semaine, que de les mener sur les 3 semaines. Moi, je les ai mis le même jour. Ouais, pour qu'ils se croisent, en fait. Comment? Je les ai mis le même jour Ça, pour qu'ils se croisent. Ça, c'est parfait. Et bah, avant ce rendez-vous, il faut que tu arrives au rendez-vous en ayant plein de bonnes nouvelles réelles. Donc, il faut que tu te lèves le matin en disant qu'est-ce que je peux faire comme quick win dans mon business qui fait que ça va changer l'énergie pendant le meeting. C'est un peu con à dire, mais tous les trucs d'animalité, d'énergie, de machin, dans le monde de la levée de fonds, c'est très, très vrai. Ça, vraiment, ça... En fait, si vous voulez voir la meilleure série sur le sujet, regardez Startup sur HBO, Silicon Valley sur HBO, et regarde les épisodes où Pied Pepper lève des fonds.
crois que c'est saison 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un employé qui achète des faux utilisateurs. Et donc, la courbe, elle est comme ça. Et le CEO, il y croit. Parce qu'il ne sait pas que l'employé, il a acheté. Et donc, il arrive dans les meetings, mais il n'a plus du tout la même attitude. Genre, le mec lui pose une question, il fait « Ah ouais, bah, pendant que vous m'avez posé cette question, on vient de gagner 10 000 utilisateurs. » Et le mec... Et en fait, et donc, tu sais, ils montent comme ça de meeting en meeting, et ça devient de la folie, parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans un meeting, ils ont gagné plus d'utilisateurs, et ils deviennent fous. Et à la fin, le mec met ses couilles sur la table. Il dit « Ouais, vous voulez voir pourquoi il faut investir dans cette boîte ?» Et... C'est borderline, ça. Oui, c'est très borderline. Et il rentre, truc, et les deux employés, donc l'employé qui est... Il y a un autre employé qui chope l'employé qui a acheté les faux utilisateurs, et qui lui dit « J'ai regardé les logs, depuis quand on est lancé au Pakistan ?» Il dit « Oui, mais c'est mon cousin au Pakistan, il vend des utilisateurs et tout. » Il fait « Mais tu leur as dit au boss que c'était ?»« Non, 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 surtout, faut pas leur dire. Ils sont en levée de fonds, ça leur donne de l'énergie. » Et donc, quand même, comme c'est une fraude, bah, l'autre employé va expliquer aux deux que bah non, il n'y a pas d'utilisateur. Et donc, il retourne dans tous les meetings s'excuser en disant « Notre boîte, elle est bien, mais en fait, on s'est trompé sur le nombre d'utilisateurs, c'est un bug. » Et là, ils se font déchiqueter jusqu'au dernier où un VC leur met les couilles sur la table en leur expliquant pourquoi il ne va pas investir. Donc, spoiler pour ceux qui ne le regarderont pas. Mais cet épisode, pour moi, il résume le mieux la dynamique de levée de fonds. C'est-à-dire que si tu rentres dans le rendez-vous en étant vraiment persuadé que tu as la meilleure boîte du monde, eh ben, tu vas te comporter comme le type qui a la meilleure boîte du monde. Et c'est pour ça que créer des éléments réels de momentum, de clients, de machin, c'est le meilleur moment pour lever des fonds. D'ailleurs, ça c'est un conseil extrêmement structurant. Levez des fonds quand on vous en offre. Il n'y a rien de pire que de croire que les trains passent 2 fois. Combien de fois j'ai vu des gens avoir du momentum, voir des offres et se la jouer genre ouais, plus tard, machin, et le momentum il part, et c'est fini. C'est vous étiez darling and now it's like yeah, reviens me voir. Le momentum, ça s'invente pas. C'est exactement mon mood actuellement. Je n'étais pas levé des fonds et on m'a proposé d'accélérer. Ouais. Mais, en fait, soit tu es une boîte qui lève jamais de fonds, et dans ce cas-là, bah, quand on te propose des fonds, bah, c'est pas ton trip. Soit tu es une boîte qui veut lever des fonds et tu lèves des fonds quand on te propose. Mais tu peux pas... En fait, souvent je raconte cette histoire. J'explique pour que moi, quand vous êtes bébé, vous mangez quand vous avez faim. Puis à un moment, il y a un âge de transition où vous mangez quand c'est l'heure de manger. Moi, c'était un très grand traumatisme de ma vie, je m'en souviens encore. Je m'en souviens de faire chier ma mère en lui expliquant « Je ne comprends pas cette histoire. Pourquoi, il n'y a pas si longtemps, on avait le droit de manger quand on voulait, et maintenant, il y a des heures pour manger. » C'est une vraie histoire. J'étais un peu fou comme gamin. Et j'ai fait chier ma mère pendant des mois et des mois là-dessus. Et un jour, ma mère m'a dit « Ah, mais la vie, c'est comme ça. » Et moi, je me suis dit « Putain, c'est vraiment pourri, la vie. » Et en fait, souvent, quand je vois les enfants... lapsus. Quand je vois les entrepreneurs me parler de leur levée de fonds, j'ai l'impression que c'est des enfants qui ne sont pas au courant qu'il y a des heures de repas. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment qu'ils vont lever des fonds quand ils auront besoin de fonds. Ou quand ils auront décidé de lever des fonds. Non, c'est la vie qui décidera si vous avez de l'argent ou pas. Alors c'est pour ça que la bonne mentalité, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours avoir un plan sans fonds. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que la levée de fonds soit une condition nécessaire à votre vie. Ouais. T'inquiète, on fait pas ça après. Alors moi j'ai une question, donc j'ai essayé de pitcher des VC français à Dubaï et je te confirme qu'ils prennent... VC français à Dubaï? Non, VC français et VC à Dubaï. Ah oui, d'accord. Zéro risque. Qu'est-ce que tu as été chercher comme niche là? VC français à Dubaï? Non. Déjà, bon, à Dubaï, zéro risque. Ouais. Français, pareil. Ouais, c'est normal. Hein. Notre seule chance, c'est de se tourner vers les États-Unis. Mais en tant que Français, pitcher des VC aux US, vu que c'est pas du tout la même culture, quel conseil tu pourrais donner? D'aller vivre là-bas. Et il n'y a pas de visa. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de visa? Pour avoir un visa aux US, c'est... C'est pas si compliqué que ça. T'es quoi comme passeport? Français. Bah, ça va, tu t'installes,
Tu t'installes, comment ça s'appelle, à Vancouver. Tu as le droit à 6 mois là-bas, 6 mois aux US, tu fais les allers-retours, c'est réglé. Hein. Tu n'as pas besoin d'être plus de 6 mois par an là-bas pour lever. Ok. Mais Et, vraiment, le conseil le plus structurant que je peux donner, c'est d'aller vivre en Amérique du Nord. C'est même pas la peine d'essayer. À distance, sans traction, sans culture, il faut être dans le bain. Déjà, ce qui se passe très souvent, c'est que les entrepreneurs français qui arrivent dans la vallée, ils abandonnent leur boîte. Et ça, c'est un très très bon effet. Parce que c'est un peu comme tes joueurs de basket dans le Limousin, puis tu as la chance d'aller assister à un match de la NBA, et tu dis, est-ce que vraiment le basket, c'est le truc de ma vie, tu vois. Et ça, c'est pas mal, parce que si tu penses que ta boîte n'a que ce genre... En fait, tu as deux choix. Soit tu bâtis ta boîte sans lever de fonds, et tu as un chemin. Soit tu penses que c'est le genre de boîte qui ne peut pas marcher sans lever de fonds, et dans ce cas-là, bah, tu n'as pas d'autre choix. D'ailleurs, souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point les très grandes boîtes légendaires dont on parle, etc., sont toujours des innovations au niveau levée de fonds. Prenez OpenAI, dont tout le monde parle en ce moment. OpenAI, il n'y a pas un seul VC de la vallée qui a investi dedans. Il y a Koch là. Et encore, il a mis un petit ticket. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez Sam Altman. À l'époque, il avait un bon track record déjà, etc. Il était président de YC, machin. Il vient voir les gens et dit, moi, j'ai une intuition, c'est que si on dépense beaucoup d'argent en entraînement, ça va marcher. Donc, pour voir si j'ai raison, il faudrait dépenser 800 millions, 1 milliard pour voir. Qui va lui donner l'argent? Quel VC va donner l'argent? Il n'y a aucun VC qui peut donner l'argent. Imagine, même si tu adores Sam Altman, tu vas voir ton comité, tu dis, alors, on vient de mettre 50 millions dans un truc pour voir. Et si ça marche, il faudra mettre 200 millions. Et si ça marche pas, bah voilà. Hein. Et alors, c'est backé par quoi et tout Ah bah, c'est backé par rien. Mais Google y croit? Bah non, c'est eux qui ont inventé la techno, mais ils veulent pas l'utiliser eux-mêmes. Ah, ok. Et Microsoft et machin? Bah non, pareil. Bah, tu vois bien que le mec, il peut pas mettre son argent. Et donc, qui a investi dans OpenAI? Les amis. Il a récupéré quelques millions parce qu'il était pote avec machin et tout, mais à la fin, tu peux, en tant que business angel, même si tu es très riche, tu peux mettre quoi 500 000 300 000 Donc, tu as 50 copains comme ça qui mettent 500 000. Tu fais 25 millions. Tu es très loin de ton milliard. Et donc, il a dû innover et il a fait ce deal très chelou avec Microsoft, où il a vendu les revenus futurs avec les weights, machin. Et la capacité qu'il a de vendre ce deal à Microsoft, c'est une capacité de sales. C'est pas parce que c'est Sam Altman que ça réussit, c'est parce que Sam Altman est bon. Là, c'est plus une question de nom, de réputation, de machin. Non, c'est du sales. Tu vas dans des comités, tu fais des argumentaires, tu excites les gens. Le CEO de Microsoft, il se dit, bon, 1 milliard, pas grand-chose pour nous. Tu changes complètement d'échelle. Et on ne se rend pas compte, mais OpenAI, c'est une méga innovation sur la levée de fonds. Alors, je prends l'exemple le plus extrême, mais tout est un décalage comme ça. C'est soit tu rentres dans les cases, soit tu crées tes cases. C'est toute mon histoire de levée de fonds LinkedIn. Question? Eh bien, j'aimerais bien savoir à quel point le business plan il est utile pour lever des fonds. Ah, le fameux business plan. Alors, tu as deux façons de le voir. Soit tu veux lever avec des gens pour qui les business plans sont importants, et dans ce cas-là, tu le fais sur ChatGPT, et tu ne perds pas ton temps, et tu laisses ChatGPT faire ton business plan. Ça marche vraiment bien. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Soit tu comprends que les gens qui ont besoin d'un business plan au début sont de toute façon les pires investisseurs du monde, et tu l'utilises comme un filtre pour savoir si tu es en train de parler à la bonne personne ou pas. Mais le business plan, c'est... En fait, si quelqu'un veut investir dans une startup dans un premier tour et réclame un business plan, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et avoir un investisseur qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, c'est très dangereux, par définition. Parce qu'un jour, ça te posera problème. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais l'investisseur, c'est un mariage sans divorce. C'est comme dans l'ancien temps. Quand vous prenez leur argent, c'est fini. Vous êtes bloqué avec eux jusqu'à la fin des temps. La seule chose qui vous sépare, c'est la mort. La faillite ou la revente de la boîte. Donc c'est vraiment un mariage sacré dont il n'existe aucune porte de sortie. D'ailleurs, il y aurait une idée incroyable de business à faire. C'est une chambre d'arbitrage
spécialisée dans les conflits entre fondateurs qui permettrait de régler de façon juste et sincère les problèmes entre fondateurs sans passer par la justice. Ça, ce serait... ça, c'est un business à 100 milliards. Hein. Je pense que un bien marketé, etc., tout le monde signe pour ça. C'est tellement dur, les problèmes d'associés, de machin. Comment? Juste avec de l'IA. Ouais, alors ça, je crois pas que tu aurais le droit. Mais tu peux créer une lex mercatoria, c'est-à-dire une loi privée, qui passe devant la loi si tout le monde s'accorde dans les clauses de juridiction et de... Je sais plus comment on appelle ça. Mais ouais, tu pourrais avoir un mélange avec de l'IA, ouais. Et ça pourrait pas être que de l'IA. Parce que tu aurais un problème d'ordre public si c'était que de l'IA. Parce que les tribunaux diraient que c'est pas une décision réelle, blablabla. Mais tu pourrais faire un truc où l'IA est omniprésent. C'est une très très bonne idée de boîte. Chambre d'arbitrage cofondateur avec IA. D'ailleurs, ouais, putain, on a beaucoup de bonnes idées aujourd'hui. C'est peut-être ça le business que je devrais faire en fait. J'ai de l'expérience en plus. Là, pour le coup, j'ai un founder market fit immense. Hein. Ouais. Question? J'aimerais aussi savoir, actuellement, je sais que j'ai besoin de $1 million pour commencer la boîte, minimum. Est-ce que je dois chercher plus? Ouais, toi, t'es encore au stade de l'enfant. Hein. Déjà, trouve ton million, après on verra. Enfin, en fait, j'ai jamais compris, moi, ce genre de questions. Essaie de m'expliquer ce qui se passe dans ta tête quand tu te poses ce genre de questions. Est-ce que tu penses vraiment que là, est-ce qu'il y a des gens qui attendent de te donner de l'argent? Non, parce que j'avais contacté quelques accélérateurs. Ouais. Ils me demandent de combien as-tu besoin. D'accord. On peut t'aider à lever tant. Donc, j'aimerais savoir, si je demande le strict minimum dont j'ai besoin pour vivre au moins 1 an ou 6 mois, ou si je peux demander plus, je le demande. Bah, encore une fois, ça marche pas comme ça. C'est pas ce que tu demandes, c'est ce qu'on veut te donner. Donc, en fait, tu peux demander... Moi, j'ai besoin d'1 milliard d'euros. Franchement, ça me changerait bien la vie d'avoir 1 milliard d'euros. Et je pense que je mérite 1 milliard d'euros parce que je suis quand même un mec sympa, je cuisine bien, les gens m'aiment bien quand ils me connaissent. Est-ce que tu penses que je devrais demander 1 milliard d'euros ou plus? Tu vois le problème? Voilà. Par contre, regarde, je te refais la même histoire. Besoin d'1 million d'euros. Tu vois, d'un seul coup, ça te paraît beaucoup plus crédible que des gens me donnent 1 million d'euros parce qu'ils m'aiment bien. Donc, toi, tu n'es pas au même stade de développement que moi, donc ton million, c'est peut-être 100 000, c'est peut-être 500 000, peut-être, tu vois, c'est vraiment des questions de désirabilité, de founder market fit, etc. Question? Toi, t'as investi dans des boîtes là récemment ou t'as arrêté? J'investis que dans les avocats. Ah ouais, donc plus de boîtes. Voilà. C'est un investissement pourri en plus. Ils sont pas sympas, ils te rendent pas ton argent et ils te font pas gagner grand-chose. Mais c'est parce qu'il n'y a rien ou c'est parce que c'est pas tes priorités pour le moment? Vas-y, réfléchis toi-même à ta question. Non, mais si demain quelqu'un fait la technique dont tu nous as parlé et qu'il y a une super boîte qui vient de voir, est-ce que tu serais prêt à investir dedans? Non, mais j'ai pas de cash. Ah, c'est pour ça, ok. Ah, t'as pas compris en fait. Non, je pensais que tu avais des priorités, mais que du coup. Ah oui, les avocats. Ok, ça marche. Ok. À 1 million par mois, ça commence à... Ah, j'imagine que c'est pas mal. Tu vois, même pour moi, ça réduit les restos, les voyages, ça a un peu de l'impact sur tout là. Ok. Ouais. J'ai pris l'avion hier, j'ai plus de voix. Alors, est-ce que quelqu'un ici a une solution en ce moment, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai les poumons infectés, j'ai plus de voix. Ouais. Biochargeur. C'est quoi biochargeur? Qui te permet d'aller reprogrammer tes cellules. Ouais, génial. Et je vais faire ça où? Ouais, super, ok. À Dubaï, notamment. D'accord. Mais il faut que j'aille, je prenne un rendez-vous. Yeah. Non? Tu prends le taxi, tu m'appelles. Ok. Et Je viendrai. Moi, je viens demain, j'en peux plus. En ce moment, à chaque fois que je prends l'avion, je sors malade. Si je comprends pas. ça va te permettre de déprogrammer. Bah, trop bien, déprogrammons. Question? Tu mets une écharpe dans l'avion, tu bois, tu fais quoi? Alors, j'ai une feature dans l'avion qui est incroyable. C'est que quel que soit l'avion, je m'assois et dans la seconde où l'avion fait même pas début de rouler, ma tête fait
Et ensuite, quand il atterrit, ma tête fait... Et quelle que soit la durée de l'avion, je dors. Mais tu voyages avec un ami qui te fout l'écharpe, qui te fout un truc. Et tu crois que l'écharpe, ça change quelque chose? Ah, sinon je suis hyper sensible dans l'avion. Mais c'est quel rapport avec le froid? Parce que j'ai pas froid. En fait, là, il y a un point derrière, en médecine chinoise, ici, c'est hyper mauvais d'avoir la nuque aussi. C'est bien froid. Ça fout la nuque, ça fout ça. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est... Ouais, bah de toute façon, je vais essayer. Mais moi, je trouve ça génial, cette feature de dormir. C'est vraiment magique. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où il y a un ami qui raconte ça, mais qui est une histoire vraie. Vous pouvez regarder le Entre nous avec Aurélien Denisio. On est dans un avion ensemble. On fait Nice-Rome dans l'avion. Et en plus, Nice-Rome, forcément, on est en seconde classe parce que c'est petit vol de 2 heures, machin. Et moi, je suis contre la fenêtre comme ça. Et lui, il a un gabarit aussi gros que moi. Donc imaginez, il est sur le siège du milieu. Et il a peur en avion. Et moi, je suis en train de dormir comme ça. Parce que littéralement, hein, l'avion, ne serait-ce vraiment commence à rouler, je ne peux pas garder les yeux ouverts. Dès qu'il y a une petite vibration, boum. Mais automatique. Hein. Et donc, il est dans l'avion. Et il regarde comme ça. Et il y a un oiseau qui rentre dans le réacteur. Bah! Et là, il regarde l'hôtesse regarde, le regarde, et l'hôtesse panique. Et quand l'hôtesse panique, lui, il panique. Et il me réveille. Et il crie « Réveille-toi! On va mourir !» Et moi, la seule chose dont je me souviens, c'est d'ouvrir les yeux comme ça et de dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» et de me rendormir. Et ça l'a traumatisé. En même temps, moi, sur le coup, je me suis dit, si on va mourir, autant que je dorme. Ça va mieux se passer, quoi. Et là, tu te réveilles, tu flottes, tu dis, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurélien? Tu dormais. Il prend plus l'avion avec toi, c'est ça? Comment? Bah, au contraire, il devrait, ça, tu vois. Ça doit le calmer. En plus, apparemment, l'oiseau qui rentre dans le réacteur, ça fait strictement rien au réacteur. Ça fait un... Mais c'est rare que les réacteurs explosent parce qu'un oiseau rentre. Dieu merci d'ailleurs. Je crois, ouais. Réacteur, avion, Pauvres petits oiseaux. Ouais. Il y a Leonardo DiCaprio qui raconte une histoire incroyable. Ça, il faut mettre l'extrait dans la vidéo, s'il vous plaît, les monteurs. C'est Leonardo DiCaprio chez Ellen, le talk show. I was on a plane to Russia and the engine exploded. I was looking out the window and the entire engine just turned into a fireball. I was the only person there that seemed to see this, but it was a flaming fireball. And it was all Russian passengers, and I kind of felt like I'd already died and gone to heaven because no one said anything. And I was screaming at the top of my lungs, saying, "What the hell is going on here?" And these people just kind of looked back to me, and the stewardess came out and said, "We seem to have a slight problem here." And the Russian guy finally said, "What is the problem?" And I said, "Well, we lost one of our engines." And he goes, "How many engines did we have?" He goes, "Well, we had 2. Now we have 1." And he proceeded to say, that is not good. That is not good. Et il explique son premier voyage en Russie, où pareil, il est comme ça, et à un moment, il se tourne et il voit le moteur en feu, et personne dans l'avion ne semble inquiet. Et il finit par voir l'hôtesse, il dit « There is fire !» Il crie comme ça. Et l'hôtesse se regarde et dit « Da, we know ». Et t'as le mec d'à côté qui est trop saoulé, qui lui dit « What is problem ?» Il y a le truc en feu. How many? 2 engines. One is good, one is bad. It's enough. Stop crying. Et le mec, il se dit où je suis, quoi. Et dans la même vidéo, il raconte qu'il a fait son premier saut en parachute. Mais le parachute, c'est pas ouvert. Et, et moi, je me dis, faut qu'il arrête les trucs, en fait. Moi, je ferai un saut en parachute, le parachute s'ouvre pas, mais plus jamais je fais un parachute de ma vie.
Qui a déjà sauté en parachute ici? Ouais. Ça va, tu sautes souvent? Non, une fois? Une fois aussi. Vous avez envie de recommencer ou? C'était drôle, c'était en maillot de bain, c'était rigolo. C'était en maillot de bain? Et la sensation sur la peau, c'est comment? Ça chatouille? Ouais, ça fait froid. Ça te fait froid? T'étais en maillot de bain, toi aussi? On m'avait jamais fait celle-là. J'étais en maillot de bain. Bon, plus de questions? On arrête là pour aujourd'hui? Merci d'être venu. À bientôt.